Voilà, alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue et merci pour votre présence. Donc je ne serai pas longue, hein, c'est plutôt introductif et puis ça me permet aussi de poser un peu les remerciements. Donc notamment, je vais remercier nos 4 intervenantes de la matinée. Donc on aura le plaisir, dans l'ordre du programme, hein, je suis cet ordre-là, on aura le plaisir d'écouter Pia Rigaldes. Par contre, elle ne pouvait, pour des raisons professionnelles, pas faire le déplacement. Donc, elle sera avec nous en visio. Mais on aura un temps de la même manière d'échange de questions. Un micro circulera. Vous pourrez poser vos questions à Pia Rigaldes, donc, qui est conservatrice du patrimoine au service interministériel des Archives de France. Et puis ensuite, on poursuit avec Catherine Chomara-Ruiz, ici présente, donc professeure des universités en théorie du design. Ensuite, Aurore Darbougali, présente aussi, donc coordinatrice du pôle recherche et valorisation chez EDF Pulse Design. Et enfin, Maïlan Vacher, présente aussi, designer, qui vous montrera des projets. Et d'ailleurs, je le rappelle, hein, mais je le rappellerai aussi au moment de son intervention, il vous sera demandé de ne pas prendre de vidéos ou de captations, quelle qu'elle soit, photographique, audio-vidéo, de ce que Maïlan pourra nous présenter, puisqu'il y a une confidentialité industrielle. Donc, je vous remercie pour cela. Et ensuite, cette matinée sera modérée par Maxime Favard, ici présent, donc maître de conférence en design et actuellement professeur à l'école de design Villefontaine, donc je remercie également. Et évidemment, je remercie toutes les étudiantes et les étudiants du M2 Design qui non seulement aident au bon déroulement de cet événement, à l'organisation, mais aussi ils animeront cet après-midi un atelier sur des questions de forme et de format de la documentation. Et puis, je remercie bien sûr tout le public extérieur à l'UJM comme présent à l'UJM. Et notamment, on a des étudiants de L1 Arts Plastiques qui ont pour mission de prendre en note graphiquement les échanges qui auront lieu cette matinée. Donc, merci à eux. C'est aussi l'occasion pour moi de remercier bien sûr des personnes qui m'ont aidée. Séverine Lecoq, gestionnaire administratif de l'équipe de recherche, et ici présent Philippe Landrivon qui nous aide à capter cet événement. Et donc, plus largement, je remercie bien sûr le laboratoire Éclat pour le financement de cet événement, l'accompagnement, mais aussi la Graduate Plus Art qui a permis, avec l'Institut Art, de soutenir aussi des parties de cet événement. Et puis, bien sûr, le DSA de la Martinière d'Hydro à Lyon et celui donc de Villefontaine, puisque nous avons collaboré pour proposer ce que nous avons appelé une école d'automne. Donc à l'UJM, nous avons 2 jours, mais nous avons également 2 autres journées à Lyon, d'abord à Villefontaine, puis à Lyon. Donc Maxime aura l'occasion d'en dire plus, mais lundi, donc 29 septembre, il y aura la question du juste milieu qui émergera des discussions. Et à la Martinière d'Hydro, le lendemain, le 30 septembre, sera question de l'utilité des surfaces. Donc, pourquoi on se pose la question des utilités actuelles en design, puisque cet événement entre dans le cadre de la programmation nationale France Design Week. Donc la thématique de cette année était utile. Et du coup, on a cherché plusieurs entrées, chacun à nos manières, pour questionner ces utilités actuelles du design. Donc nous, à l'UJM, comme vous pouvez le voir sur le programme, on s'intéresse aux utilités de la documentation des pratiques en design, et particulièrement dans un contexte de collaboration entre la recherche publique, donc celle qu'on mène dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, mais aussi avec la recherche développée par les industriels. Et donc, c'est ce qui m'amène... Voilà, au titre de cette très brève introduction, justement, sur finalement les industries comme scène de recherche et se poser en fait cette question à la fois simple et pourtant
assez peu explorées actuellement dans la recherche en design, en tout cas du côté de la francophonie, où en fait se demander pourquoi les universitaires en design ne collaborent-ils pas davantage avec les départements de recherche et développement présents dans les industries. Donc, et de manière corollaire à cette interrogation, pourquoi finalement les entreprises ont-elles ressenti la nécessité de constituer de telles cellules de recherche en interne plutôt que de s'appuyer sur des collaborations et donc des compétences plus académiques déjà existantes dans les universités. Et donc, bien sûr, les finalités, c'est évident, divergent souvent. Il y a un fossé qui, à mon sens, est un peu trop marqué entre ce que l'on qualifie de recherche fondamentale et de recherche appliquée. Mais finalement, on se rend compte que l'absence d'une véritable collaboration, donc dans véritable, j'entends pas celle qui est simplement de partenariat ponctuel ou parfois un peu superficiel sur des courts projets, mais une collaboration plus soutenue, plus pérenne, pourrait, selon moi, nous aider à élaborer une véritable épistémologie du design. Pour la simple et bonne raison que finalement, si notre objectif en tant que chercheur en design, c'est de comprendre et d'analyser les modalités selon lesquelles les savoirs en design se construisent et se transforment, il nous paraît a priori assez indispensable de dépasser les frontières institutionnelles, voire les frontières intersectorielles, et donc d'essayer de comprendre comment les industries constituent des terrains privilégiés d'observation, d'expérimentation, qu'il serait peut-être bon de cesser de négliger pour qui se réclame de la recherche en design. Et donc, souhaitant tester cette hypothèse-là, j'ai proposé à l'équipe de DF Pulse Design, et une éminente représentante pourra le dire, effectivement, donc de m'associer pendant un temps à leur recherche. Donc évidemment, j'ai été accueillie avec bienveillance, et je remercie notamment Aurore, mais on s'est bien rendu compte que cette expérience n'était pas si simple à mettre en place entre nos institutions, nos entités, et puis quelle est la place et le rôle de cet universitaire qui tout d'un coup observe ou intervient dans ces événements d'équipe, ces recherches d'équipe. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qui m'a servi personnellement de fil conducteur durant ces quelques mois passés auprès de l'équipe EDF Pulse Design, c'est précisément l'attention portée à la documentation. Une attention qu'ils avaient eux-mêmes dans leur pratique de projet, leur pratique professionnelle, et que j'avais aussi dans ma pratique académique. Et donc, bien sûr, il faut comprendre une conception élargie du terme documentation. On n'est pas sur simplement le feuillet, mais bien quelque chose qui va nous relier, quelles que soient en fait les finalités que nous assignons à la recherche. Et donc, en fait, dans notre discipline, faire projet implique toujours la production d'une documentation abondante. Donc bien sûr qu'il s'agisse de soutenir une discussion, d'étayer une idée, de démontrer par le dessin ou la maquette, mais aussi de convaincre une équipe en interne, voire des partenaires du bien fondé d'une proposition. On est entouré de documentation. D'ailleurs, à cela s'ajoutent des formes de documentation spécifiquement destinées d'ailleurs à susciter une réaction, à susciter le débat, à le provoquer, ou encore à nourrir le cheminement de la pensée même du projet. Avec Maxime, on avait, il y a quelques temps déjà, publié un article consacré au Team Tom. Donc, le Team Tom, c'est une équipe de designers intégrés chez Thomson, l'entreprise Thomson. Et pendant un temps, elle a été dirigée par Philippe Stark, puis d'autres. Et en tout cas, cette équipe a conçu au sein de l'entreprise, c'est quand même assez intéressant, ce qu'ils appelaient les Dream Products, donc des objets vraiment destinés à donner une matérialité à des technologies encore abstraites, balbutiantes, vraiment pas encore suffisamment palpables, reconnaissables dans le monde de tous les jours. Et là, donc, essentiellement Thomson, donc des technologies de télécommunication, d'audiovisuel évidemment,
Et là, ces objets conceptuels n'étaient pas conçus comme des prototypes visant à évaluer les performances techniques et fonctionnelles d'un produit, mais plutôt comme une manière de présenter les intuitions et les projections des designers de Thomson pour ce qui pourrait qualifier le futur des équipements multimédia. Et donc là, les Dream Products ne représentaient pas, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils ne représentaient pas une démarche de l'industrie technologique guidant la société, donc il n'y avait pas ce travers-là, mais plutôt, en imaginant ici des usages rêvés, eh bien ces produits influençaient le développement industriel, à l'inverse, donc c'est les produits qui influençaient le développement industriel en prenant en compte les préoccupations sociales. Et ça c'était à l'intérieur, en équipe interne. Et ça, c'est très intéressant à voir et ça se manifeste, se matérialise par ces propositions-là. Donc, il y en a des nombreux. J'ai rapidement mis quelques exemples. Vous avez un projecteur cube de Nathalie Crassé. Vous avez la Crazy Jacket de Patrick Join, où finalement, on voit des petits écouteurs qui pendouillent ici. Et en fait, c'était cette idée que l'électronique, le produit même, allait disparaître dans le vêtement, etc. Donc, il y avait des intuitions comme ça. Et on se rend compte que cette capacité de matérialiser une idée, eh bien, constitue la puissance, a priori, de la discipline et définit en fait le rôle du designer. Et donc, a priori, le chercheur en design devrait aussi s'y intéresser énormément. Donc, cette expérience est importante. Elle se traduit beaucoup dans la documentation au sens large, évidemment. Et bien sûr, on a affaire à des pratiques passées, donc qui dataient dans les années 95 à peu près, 94 à 96, ils en ont développé plusieurs. Et donc, mais on a aussi en train de se faire, la pratique du moment, évidemment. Et donc, la question en filigrane de cette matinée, c'est finalement comment la documentation, donc qu'elle soit réalisée par les designers de manière explicite ou de manière implicite, parce que de toute façon, ils font projet, eh bien, comment cette documentation contribue-t-elle à l'élaboration d'une histoire et de théories en design ? Et j'espère que je suis pas trop. Et donc, juste brièvement, on remarque d'ailleurs, donc voilà, ça c'était au printemps dernier, donc pendant la Biennale Design Saint-Étienne, la dernière, dont la thématique était ressources présagées demain, on se rend compte dans les expositions, c'était valable pour une bonne partie des expositions, je vous en montre que 2, où en fait la question de la documentation était très présente, voire très prégnante, où en fait on exposait les recherches, les démarches, les propos, les positionnements, les tâtonnements, les erreurs, les essais, etc. Et jusqu'à même, vous voyez, même le mobilier de scénographie intégrait préalablement un petit encart pour mettre la documentation. Ça faisait partie prenante de l'exposition. Donc on l'a vu à la dernière biennale. Et on le voit aussi, même par exemple actuellement au musée du design de Barcelone, il y a une exposition donc, sur les questions d'objets communs. Et par exemple sur ces 4 photos, donc c'est une rétrospective d'un seul designer, mais on voit l'abondante documentation. Et ce qui peut être aussi intéressant là en bas, c'est que vous voyez là, ce sont les différents prototypes qui ont amené à l'objet final commercialisé. Jusqu'alors, on n'exposait que ce qui avait été commercialisé. Mais là, en fait, il y a tous les essais, les erreurs, les tâtonnements, et ça donne à lire au public une démarche, une manière de communiquer et d'interagir avec le fabricant en l'occurrence. De l'autre côté, toujours dans cette grande expo, il y avait une exposition collective, comment designer une révolution. Et ce qui est aussi intéressant dans la forme que cela prenait dans l'exposition, c'est que l'objet était exposé contre un mur au même titre qu'on pouvait exposer un magazine, une photo, etc. Donc l'objet faisait vraiment documentation. En tout cas, c'est peut-être sur cette question notamment de la rétrospective d'un seul designer, Miguel Millar, c'est peut-être là qu'on peut rejoindre le propos de Catherine Chomara-Ruiz avec le risque effectivement de sacraliser une personne ou une démarche, alors même que la recherche publique nous enseigne l'importance de contribuer collectivement aux grandes questions de société et ici de projet. Et donc, bien se dire que la production de savoir en design doit aussi être envisagée comme un bien commun.
Ça, c'est hyper important. Et elle ne saurait être privatisée, ni attribuée à un seul individu ou à une seule entité. Et donc, il existe sans doute des modalités plus pertinentes que d'autres pour observer, pour comprendre, pour présenter les archives. Et j'espère, en tout cas il me semble, que l'intervention de Pierre Rigaldiès pourra nous éclairer sur ce point, ainsi que celle d'Aurore Garbougali, puisque effectivement, c'est une entreprise, ils exposent, ils montrent des recherches. Pour autant, il y a du bien commun, il y a une envie collective de montrer les choses et de les partager.